stratosphérique. Est-ce que tu pourrais me dire si de ton côté tu es opérationnel pour l'enregistrement du Retex? Est-ce que tu peux me le dire dans le chat si c'est bon pour toi? Alors, je crois qu'il n'est pas là. Il est là, mais il n'est pas là. Ah, alors Ah oui. pardon. Hop. Ok, opérationnel. Il faudrait que tu réagisses dans Live Retex, sinon je te verrai pas stratosphérique. Dans le channel, enfin dans le salon écrit Live Retex. Ok, ben c'est parti alors. Si stratosphérique est prêt pour l'enregistrement, on y va. Donc, eh ben voilà. Donc Jonas, je vais te poser la première question qui nous vient d'Alexandre. C'est parti. Vous qui avez suivi la sélection EOPAN, quelles sont, selon vous, les choses, qualités, les compétences primordiales pour être sélectionné? Ah, ouais, ça c'est une question que j'entends très souvent et c'est normal. Et c'est pas malheureusement pas facile à répondre hein, parce que et je me la suis souvent posée depuis toutes ces années. Pense qu'une des je pense qu'il faut un peu de persévérance, quoi. C'est vraiment le truc il faut jamais lâcher le morceau parce que le chemin est long. Heu et voilà, faut garder la foi jusqu'au bout. Heu, alors je pense pour moi vraiment la première principale bonne raison, on va dire, d'y arriver. Pas que ça évidemment, un peu de pragmatisme, voilà, savoir un peu prendre du recul sur soi, pour voir si là où on va, le chemin qu'on a choisi là, c'est le bon ou si on n'est pas en train de foncer dans le mur parce qu'on s'entête à faire une solution. Ça aussi, je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez nécessaire. Hem, Quand même la passion aussi, parce que je pense quand on rentre dans ce métier, c'est souvent et même c'est même sûr, c'est parce qu'on est passionné par l'aviation et par plein de choses extraordinaires. Ouais, ça aide à aller jusqu'au bout. Ok. Une question de Chouka. On nous dit souvent que pour être éopant, il faut avoir la tête sur les épaules. Une des manières les plus classiques d'y parvenir, c'est d'aller plus loin qu'un bac et donc de préparer un plan B, un C ou un D, etc. Si vous aviez échoué, quel était votre plan B? Alors ouais, ça c'est effectivement, pas bête. Je pense que dans la vie, de manière générale, il faut toujours avoir un plan B pour tout. Alors peut-être pas D, pas E, mais moi j'avais un plan B effectivement, qui était de poursuivre mes études supérieures, et de rentrer, dans une école d'ingénieur comme celle que j'avais eue. Voilà, au cas où, mais c'était pas du tout ce que je voulais. Donc je m'en suis tenu au plan A. Ok. Toujours une question d'Alexandre. À l'inverse, qu'est-ce qui a fait que d'autres ne sont pas allés au bout de leur cursus? Est-ce que tu pourrais répondre à ça? Lors de ta Heu, promotion, par exemple, il y a dû sûrement avoir des gens qui ont ouais, bien échoué. sûr. Mais ouais, ouais, malheureusement, il y a quand même un échec, assez conséquent, par rapport à d'autres concours qu'on peut connaître, ailleurs. Bah, voilà, moi je venais en plus de passer le concours des grandes écoles, d'ingénieurs, j'en ai vu passer des échecs, mais le concours EOPAN est effectivement assez costaud, parce que finalement c'est un concours continu en fait. Heu, Tu peux réussir la sélection EOPAN, enfin la sélection pour entrer à la 50S et être EOPAN, mais la sélection continue, même si c'est plus vraiment un concours après parce qu'en fait, tu te rends compte que quand tu as été sélectionné, il y a de la place pour toi. Tu as déjà ta place dans le job. Par contre, c'est un examen. Il faut réussir, régulièrement à franchir les différentes étapes, avec, suffisamment de niveau, suffisamment de bonnes notes et oui, donc oui, j'ai vu, dans au cours de ma promo, pas mal d'échecs, hem, je dirais que les causes des échecs, c'était, principalement en fait, c'est souvent des gars pas vraiment su se mettre au prix, heu, l'armée.
de la marine nationale, ou de l'armée en général. C'est-à-dire que c'est des gars qui étaient très, très intelligents, très bien câblés, très passionnés par l'aviation et tout, mais qui n'ont pas su corriger les petites erreurs que les instructeurs avaient pu déceler chez eux. Et qui du coup, les instructeurs voyant que les élèves ne corrigeaient pas d'un cas sur l'autre, ben, ils essayaient de creuser un peu plus les problèmes. Et voilà, vu que l'élève ne se mettait pas forcément, ne se remettait pas forcément en cause, ben, en fait, ça, on voyait que, voilà, je pense que c'était quelque chose de rédhibitoire pour les instructeurs. Et je me rends compte maintenant qu'aujourd'hui, c'est moins faire, même si c'est pas le début de la cinquantaine, mais le besoin, il est quand même là, c'est qu'en fait, un élève pilote doit apprendre la méthode de pilotage militaire. Et ça vaut sur un Cap 10 à la 50S comme sur un Rafale à l'individu. Et on le voit avec des copains, en fait, des collègues qui viennent de l'armée de l'air, qui ont volé sur Rafale dans l'armée de l'air, et qui viennent en échange dans la marine. Eh ben, ils doivent se mettre au pied de la marine nationale. Il y a des procédures qu'il faut qu'ils se mettent à la façon de faire de chez nous. C'est rarement très différent, mais c'est comme ça. Et en fait, alors heureusement, quand on arrive dans ce stade-là, chef de patrouille armée de l'air, tu arrives dans la marine, ça se passe très bien. Tu connais la méthode de ma armée et tu sais, voilà, mettre à la page. Mais souvent, quand tu es jeune, on va dire, jeune étudiant et tu arrives dans l'armée, j'ai beaucoup de copains de promo qui ont échoué à cause de ça, différents stades de progression. C'est une cause, malheureusement, il y en a d'autres aussi, je pense, mais je pense que c'est quand même la cause principale. D'accord. Par contre, il faudrait peut-être que tu te rapproches un peu de ton micro, Jonas. Ouais, Voilà. je vais le tenir un peu plus proche. OK. Comme ça doit être mieux. Une question de Tom. Alors, avez-vous fait une formation en full US? Si oui, comment s'est passée l'immersion et la formation en général, en tente, adaptation, etc., aux US? Eh ben, raté. J'ai pas fait de full US. Moi, j'ai fait la bonne vieille formation à l'ancienne. Je suis un des derniers d'ailleurs à avoir fait du Tucano à Saint-Denis-de-Provence. Euh, j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque plus France. J'étais en même temps que les premiers mecs qui faisaient le cursus full US. C'est des gars de beaux. Ils sont partis directement à Pensacola. J'avoue qu'on a tous été un peu jaloux. Mais quand j'ai su que j'allais faire du Tucano, finalement, j'étais pas content parce que c'est un avion qui me faisait rêver à l'époque. Et continue d'ailleurs. Donc non, je l'ai pas fait US. Néanmoins, finalement, ça fait que 1 an de plus en France. Et après, on est quand même jeté au milieu des États-Unis. Et l'immersion, elle est quand même obligatoire. Euh, c'est 2 ans et demi aux US, j'ai passé qu'un an et demi. Mais l'immersion, en fait, elle se passe super bien. C'est génial. Déjà parce que le processus est déjà bien enclenché. Il y a déjà une bonne, comment dire, un bon réseau d'élèves français là-bas. Et du coup, on se contacte avant d'y arriver. Voilà, on est pris en charge par les copains de la promo d'avant. Euh, Même quand tu arrives là-bas, tu as déjà t'as quand même pas mal parlé anglais au boulot. Et en général, quand tu es sélectionné au pense, tu t'en sors pas trop mal en anglais. Donc, il n'y a pas la barrière de la langue, même si elle y est un petit peu. Il faut se rappeler qu'au début, tu es quand même d'abord au Texas, puis ensuite fin fond du Mississippi. Donc c'est pas tout à fait l'anglais d'Oxford ou de New York que tu apprends. Mais bon, on se fait vite à l'accent et au final, on se fait super bien, puis la qualité de vie, elle est top. Alors, on me dit Ben, qu'il faut rapprocher le micro encore. ouais, Est-ce que là, en fait, ça va mieux? ouais, ça va un peu mieux parce qu'en fait, tu t'écartes un petit peu quand tu parles et à mon avis, parce il y a des mots en fait qu'on comprend pas. Voilà, j'allais te le dire, mais merci, merci Tellement Tom précisé. euh, ok. Et oui, c'est Alors, l'anglais chewing-gum, tout à fait. voilà, l'anglais chewing-gum, voilà. Une question de Dump. Quelle a été, selon vous, la partie la plus rude de votre formation et pourquoi? Ah, ça, c'est une excellente question parce que en fait, des parties rudes, il y en a quand même pas mal. Euh, eh ben, clairement, c'est pas les US. Ça, c'est la partie D'accord. plaisir extrême.
C'est vraiment, ouais, c'est vraiment des années que j'ai adorées. Euh, c'est pas, je pense, ouais, en fait, c'est mon entraînement sous chef de patrouille à l'ordre vidéo sur Rafale. Donc j'ai été sous chef de patrouille sur Rafale. J'étais sur Super Étendard avant, mais les sous chef de patrouille, je l'ai fait sur Rafale. Et c'est un peu, ouais, c'est un peu rude parce que c'est long, c'est intense. On va pas forcément, enfin les instructeurs vont pas forcément chercher enfin les connaissances tactiques très poussées, mais ils vont vérifier qu'on connaît l'ensemble des missions du Rafale. Et je sais qu'il y en a beaucoup. Et à ce moment-là, on est dans la découverte de ce qu'on appelle le leadership. On commençait à être en tête d'une patrouille. Avant, on était équipier, donc on suivait un autre avion. Euh, Maintenant, quand tu passes en entraînement sous chef de patrouille, c'est la première fois où tu te retrouves à être toi en train de gérer une patrouille. Certes, c'est qu'une patrouille de 2 avions, mais c'est vraiment une grosse différence. Et donc, ouais, cette phase, elle est assez dense et surtout elle est longue. Et c'est ça que j'ai trouvé plus dur que mon entraînement chef de patrouille que j'ai fait l'année suivante. Où là, par contre, on va vraiment chercher les coins de domaine, l'expertise dans toutes les différentes missions. Mais finalement, je la maîtrisais mieux parce que je l'avais déjà bien travaillé pour mon entraînement chef de patrouille. Donc ouais, c'est ça, l'entraînement chef de patrouille, c'était plus dur. D'accord, donc on a bien compris, l'entraînement sous chef de patrouille a été beaucoup plus dur que celui de chef de patrouille. Une question de Flo. Au moment où, de votre engagement, saviez-vous que vous seriez amené à changer d'aéronef? Je pense que là, c'était par rapport au SEM et au Rafale. Euh, Bah peut-être, sauf qu'en fait, quand je me suis engagé, j'avais aucune certitude d'être enfin, d'être pilote de chasse. Euh, Évidemment, c'est ce que je désirais clairement, hein. Je suis rentré dans l'armée pour être pilote de chasse. Mais bon, quand tu t'engages, tu sais que potentiellement, tu vas pas être pris pilote de chasse et que j'aurais pu être sur autre chose. Mais dans tous les cas, je souhaitais découvrir un maximum d'avions. Donc, j'ai toujours souhaité arriver sur Super Étendard pour ensuite passer sur Rafale, et ça tombe bien. On le choisit pas, hein. Alors, à l'époque, en tout cas, on n'avait pas le choix. C'était le commandant du groupe aérien qui choisissait, lui, en fonction de la quantité de pilotes, où est-ce qu'il équilibrait les pilotes. Et donc, moi, quand je suis arrivé en 2010, on m'a dit, eh bien, tu feras du suspense super étendard. Et là, je fais, ah bon, bah, parfait. D'accord. Ok. Alors, il y a William qui a posé une question dans le chat. Est-ce que c'est un avantage d'être bilingue? Alors, Euh, alors, oui, oui, clairement, oui, c'est un avantage, évidemment, parce que on parle anglais tout le temps. Et donc, dans la phase initiale d'école, bah, un mec qui est déjà bilingue, il va avoir des facilités là-dedans. Néanmoins, faut pas se faire de soucis, tous les autres deviendront bilingues à un moment ou à un autre. ok. Alors, une question de Flo. À la fin des classes, le choix des flottilles se fait en amphi, point d'interrogation, bien entendu, selon le classement ou les places libres, ou dès le début, vous saviez dans quelle flottille vous seriez incorporé? Pas du tout. Déjà, il n'y a pas d'amphi dans la marine nationale. Euh, voilà, les décisions, elles se font à huis clos par les chefs. Euh, Parce que c'est eux qui ont les infos et les amphis, finalement, il n'y a pas vraiment de classement. Quand tu arrives après le macaronnage, t'as, voilà, c'est pas comme l'armée. Il n'y a pas de niveau, il y a pas de place. Il y a du besoin. Il y a du besoin de pilote et ça, c'est le COMGAE et ses adjoints qui maîtrisent un peu les besoins en fonction des missions à venir dans les mois et les années à venir en fonction des flottilles. Et du coup, c'est lui qui arbitre. Euh, pour envoyer tel jeune pilote dans telle flottille, tel jeune sachant que dans tous les cas, quand tu arrives à l'individu après le macaronnage, tu es affecté dans aucune des 3 flottilles de chasse, tu es affecté au Centex, qui est le centre d'expertise, euh, finalement, voilà, qui harmonise un peu tout ça. Le temps que tu fasses ton stage, donc à l'époque c'était la STC, maintenant ça s'appelle le CNR, le centre de navalisation Rafale.
le temps que tu fasses voilà, tes preuves sur Rafale, et à l'issue CNR, c'est ce que je vous ai expliqué là, tu es affecté dans une flottille qui a besoin de mecs, quoi. D'accord. On va passer directement maintenant sur les questions concernant porte-avions. Une question de Hugo. Comment se passe le premier appontage sur le PA de nuit? Et ensuite, comment le ressenti après la première mission de guerre? Ouais, c'est vrai que bon, l'appontage de nuit, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire au sens littéral du terme. Néanmoins, je vais casser le mythe. Le premier appontage de nuit n'est pas de nuit. Il est au crépuscule. Euh, du coup, en fait, on est catapulté globalement quand le soleil touche l'horizon. Le temps que toute la pontée rejoigne les points d'attente et qu'on procède pour l'appontage, il fait encore, voilà, il fait encore l'air. Mais c'est prévu, c'est le but, c'est d'y aller progressivement. Néanmoins, on fait toutes les procédures comme s'il faisait nuit. Et voilà, on fait ça. Alors ça, c'est le tout premier. Évidemment, la qualification, elle est obtenue au bout de plusieurs appontages de nuit. Et donc les suivants, eux, se font par nuit noire. Ok. Une nouvelle Attends, question. il Oui, y avait la pardon. deuxième partie, c'était quoi déjà Ah oui, autant pour moi. Quel est votre ressenti après avoir délivré de l'armement dans une mission de guerre? euh, Eh ben, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois même. Ça fait, honnêtement, ça fait vraiment la sensation, le sentiment d'accomplissement de tant d'années d'études et de travail. Donc c'est vraiment, je vais pas dire que c'est quelque chose de bien, parce que c'est clairement quelque chose de super stressant, hein. Là, pour le coup, tu sais très bien que quand tu appuies sur la détente, ben, il y a quelque chose, avec un vrai explosif qui part et il y a du vrai monde en dessous. Tu perdu, pas avoir fait de bêtises. Faut que tu te rapproches de Heu, ton micro, Jonas. ouais, bah, décidément, je me colle à la bouche, là. Ou alors c'est peut-être ta connexion, je sais pas si tu es en 4G ou... Bah, non, non, je suis, comme il faut, je suis comme tout à l'heure quand on avait testé, mais D'accord, ok. Vas-y, je t'en prie, excuse-moi de t'avoir donc ouais, dérangé. je disais que ouais, voilà, j'espère juste quand tu appuies sur le bouton, en mission de guerre, bah, tu espères vraiment tout faire super bien pour que, pour qu'en fait, voilà, on fasse pas d'erreur, que la bombe elle aille bien sur l'objectif et que les gars au sol qui en avaient enfin, en général, quand tu tires des bombes, c'est souvent pour aider des troupes au sol. Et qu'en fait, voilà, tu espères que les troupes au sol, elles vont être soulagées et qu'elles vont pouvoir s'extirper de là. Et à chaque fois que je l'ai fait, ça s'est bien passé. Et ouais, quand tu appontes après des longues heures, parce que le travail, dès que tu tires, eh ben, il faut quand même rester là encore 2, 3, 4 heures sur zone. Seulement après tout ça que tu finis à rentrer sur le porte-avions. Et c'est à ce moment-là que, après le débriefing, tu te rends compte si tu as bien fait le travail ou pas, quoi. Et en général, ça fait quand même plaisir. D'accord. Une question de Chouka. La première, euh, la relation qu'il y a entre le pilote et le mécano, et plus généralement, alors on parle sur le porte-avions ou même à Landy, mais donc et plus généralement avec tous ceux qui permettent par leur action de faire voler le Rafale M ou de faire naviguer le Charles de Gaulle. Quelle est cette relation déjà avec mécano et tout le personnel du bord? Alors c'est très intéressant ça parce que, ça me permet, voilà, de effectivement, parler du métier de militaire. Heu, Là, c'est quelque chose que je pense que je ne trouverai nulle part ailleurs. C'est un esprit de corps, avec tous, tous les collègues, que ce soit les pilotes, mais aussi les mécanos. Hem, on est on a tendance à dire qu'une flottille de chasse, c'est un navire, en soi. C'est-à-dire on parle d'ailleurs de l'équipage de la flottille 11F, le commandant, tous les officiers et tous les mécanos. On est vraiment un groupe et on se connaît, super bien. On passe, l'année ensemble, à terre, à l'individuel, mais aussi à bord du porte-avions. On est toujours ensemble, on se connaît super bien, on s'entend super bien. Et on sait très bien que, bah, les pilotes, on sait très bien qu'on ne pourrait rien faire sans le boulot immense des mécanos. Et les mécanos, ils sont super contents de voir que ben, eux, quand ils dépannent un avion qui avait un petit problème et que le pilote il rentre de mission et leur dit les gars, c'était top, ça a super bien marché, ben, en fait, voilà, eux aussi ils sont super contents.
Donc ouais, vraiment au sein de la flottille, et même d'ailleurs au sein des différentes flottilles, on se connaît tous, qu'on appelle au sein du groupe aérien embarqué, en fait, il y a une très grande fraternité, et ça c'est très très plaisant. Et, on peut élargir ça un peu plus à tous ceux avec qui on travaille pour faire nos missions. Donc évidemment, sur le porte-avions, on connaît pas les 1500 mecs de l'équipage du porte-avions, même si on les côtoie pendant tous ces mois, mais on connaît régulièrement ceux avec qui on travaille. Par exemple, les poneves, les directeurs de pont d'envol, tout cela, on les croise tout le temps et on les connaît super bien. Et voilà, le soir, on se retrouve dans les coursives. Non, c'est franchement super sympa. Ok. Et une question de dump. Est-ce que le fait d'être embarqué était bien comme vous l'aviez imaginé? Et quelles sont les contraintes pour vous, enfin les plus grosses contraintes à bord? Alors, c'était pas du tout comme je l'imaginais, c'est en fait, c'est bien mieux. Moi, j'ai adoré toutes ces années d'embarquement. C'est extrêmement grisant, c'est extrêmement excitant à chaque minute. Sentir clairement sur un porte-avions qui vibre, qui avale la mer et il cogne à chaque fois qu'il y a la catapulte qui lance un avion. C'est une fourmilière. Non, vraiment, je trouve ça à chaque fois extraordinaire. Après, c'est clair que c'est long et c'est fatigant parce que en fait, tu vis sur ton lieu de travail. Donc en fait, c'est un peu comme si tu bossais H24. Donc les amplitudes de travail sont assez exténuantes et évidemment les conditions de vie, bah oui, c'est sûr que tu es pas dans un hôtel 4 étoiles. Donc, à force, ça joue sur la fatigue. Donc voilà, c'est extrêmement excitant, mais à la fois aussi extrêmement fatigant. Euh, bah, tous les pilotes ont dit la même chose, c'est qu'à la fin d'une grande mission, on est super content de rentrer à la maison. Et quand on rentre à la maison, au bout de quelques jours, on se dit qu'on sera super content d'y retourner. Il y a peut-être une autre question, j'ai oublié. Non, non, c'était tout bon. Si, pardon. Dom demandait aussi les contraintes à bord. Ah bah oui, forcément il y en a. Hein. Les contraintes, bon, la plus lourde, c'est l'éloignement familial. Il faut se leurrer dès que tu as des enfants, c'est un peu dur parce que on peut évidemment appeler à terre, on peut recevoir des messages aussi, des mails et tout ça, mais on peut pas appeler pendant longtemps. Et surtout, on peut pas appeler quand on veut, parce qu'il y a toujours du décalage horaire. Forcément, le porte-avions, il s'en fiche des fuseaux horaires. Hein. Donc voilà, les horaires sont. Quand t'as pas d'enfant, en général, c'est toujours un peu plus facile de joindre sa femme, on va dire un peu à n'importe quelle heure. Donc moi, ces dernières années, c'était principalement ça le plus dur. Mais bon, évidemment, il y a d'autres contraintes, hein, le fait de vivre dans un milieu clos, hein, quand même, on côtoie constamment. Mais il y a toujours moyen finalement de trouver des petits échappatoires, là, d'aller qu'on appelle tribord îlot, c'est un petit endroit là, en sortant sur le pont d'envol, mais dans un endroit autorisé, où on peut prendre l'air, on peut marcher sur une petite passerelle grillagée où en dessous il y a la mer en fait. Tu vois l'étrave du porte-avions qui part sur l'avant, et là c'est toujours moyen de souffler. Moi je sais que j'y passais pas mal de temps. Donc voilà, il y a toujours moyen de trouver des petites compensations. Ah, tu as le bonjour de Alors, Stone. le Stone. Ah ouais, ça Ouais, fait plaisir. le bon vieux Stone. Alors, question maintenant dans général, une question de Evan C. Alors, qui rejoint un petit peu ce que tu as dit, mais on va généraliser un peu le truc. C'est qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier de pilote de chasse de la Marine nationale? Et est-ce que c'est réellement ce à quoi tu t'attendais en postulant? Voilà, en deux questions en une. Ouais. Alors déjà non, pareil, c'était pas du tout ce que j'imaginais en postulant parce que forcément quand je postulais, j'avais 20 ans et je voulais juste
être pilote de chasse dans la marine nationale, partir aux quatre coins du monde, réaliser des missions, mais j'avais aucune idée de l'ensemble des missions qu'il y avait à faire et de toutes les responsabilités qu'il y avait avec, et aussi de ce qui se fait à côté, parce que finalement, pilote de chasse, c'est pas que piloter combat. Et on en reparlera plus tard, mais en tout cas, c'est quelque chose aussi que j'apprécie énormément. Et en tout cas, pour les missions extraordinaires à faire, je n'ai pas de meilleurs souvenirs, mais l'accomplissement en tout cas d'une mission très complexe, avec énormément d'intervenants, pas forcément que d'autres avions de chasse, mais aussi des bateaux, des commandos. En fait, le fait d'être seul en charge, enfin seul, à la tête d'une équipe en charge de préparer un truc extrêmement complexe et le faire, et ensuite rentrer à bord du porte-avions et se rendre compte que ça a bien marché, ça c'est vraiment c'est quelque chose que j'ai toujours adoré, quand ça se passe bien. Des fois, ça se passe pas forcément bien, et là, du coup, on n'est pas content de soi. Alors, question maintenant, de Hugo. Quel a été ton premier ressenti, tes premières impressions quand tu es arrivé sur SEM? Je me suis dit, mon Dieu, que c'est petit. Oui, juste pour info, parce que les gens, Jodas est très grand. Voilà, moi je suis rentré, quand j'ai fait mon examen médical, je passe à 0 millimètre en taille max. Donc voilà, je suis à la taille maximale autorisée. Et le super étendard était le plus petit, enfin le cockpit le plus petit quasiment du monde en fait. Même si l'avion était quand même relativement grand et long, à l'intérieur c'était extrêmement exigu. Et c'est 1,96 m, un tantinet moins, mais c'est bien trop pour, pour le confort d'un pilote. Mais bon, j'ai fait ça. Et donc, mes années sur Super Standard, c'était génial. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau confort et rudesse, au niveau du dos et tout ça, les vols étaient un petit peu plus costauds. Mais par contre, j'ai adoré ça parce que moi, j'avais vraiment envie de voler sur ce Warbird, clairement. Oui. C'est un avion mythique qui avait accompli des missions de dingue, et faire partie de ces derniers qui allaient voler avec, c'est vraiment chouette. Justement, toujours dans la même lignée du SEM, la fameuse question, toujours Hugo. Les différences les plus grandes entre le SEM et le Rafale, selon vous, à part la technologie et le design. Donc, je pense que c'est plutôt ressenti du pilotage. Donc, si tu peux Ouais, donner ton avis entre le bien SEM et le sûr. Rafale, celui que tu Ouais, préfères. tout à fait. La principale, c'est le ressenti du pilotage, parce que par contre, le Super Étendard, c'était un avion qui se pilotait, clairement. Tu étais en lien quasi direct avec les commandes de vol. C'était des systèmes hydrauliques, il y avait un énorme manche à balai au milieu des jambes, il fallait de la force pour le piloter, l'avion il pardonnait rien. C'était vraiment au pilote et aux vibrations plus ou moins grosses qu'on ressentait, si on savait qu'on était vraiment à la limite du décrochage ou du déclenché, etc. Donc c'était vraiment un gros boulot à piloter, ce qui malheureusement du coup ne laissait pas beaucoup de place à la réflexion et pour, euh, pour, euh, pour la mission. Donc ça rendait forcément la mission du Père Bernard très limitée. Finalement, c'était quoi? Soit tirer une bombe, soit tirer un missile air-mer, soit tirer bah, voilà, des attaques canons. Et monomission. Le Rafale, clairement, c'est extraordinaire de puissance et de capacité de mission, de différentes missions au sein d'un même vol. Mais c'est vrai qu'au niveau du pilotage, on va dire quand tout se passe bien, quand l'avion est intègre, le pilotage est quand même plus simple. Ça ne veut pas dire qu'il faut être moins bon pilote, parce que du coup, vu que le pilotage global est plus simple, quand tu vas chercher les coins de domaine, les coins de domaine, ils sont vachement plus éloignés. Donc quand tu fais du combat aérien bien pointilleux, en fait, tu as quand même besoin d'être super fort en pilotage, parce qu'en plus de ça, tu fais ce combat aérien, maintenant, tu le fais à 9G, quoi. C'est pas si facile. Donc Entendu. il y a une énorme évolution, mais c'est évidemment, c'est deux très beaux avions, mais forcément, il y a 40 ans de différence d'âge. Le Rafale, il est quand même extraordinaire.
Alors, une question de Alexandre. Avez-vous déjà eu l'occasion de faire du combat RR contre d'autres avions, je suppose étrangers, Alexandre, que tu as voulu dire? Bon, sinon, Euh, il y en avait que ce soit étranger ou armée de l'air, finalement. voilà. Donc étrangers ou armée de l'air, et si oui, lesquels? Alors là, il y en a beaucoup, évidemment. On fait énormément de combats aériens, que ce soit de la BFM, donc du combat aérien rapproché, le fameux dogfight, ou du combat aérien longue distance. Euh, Ça fait partie des majorités des missions qu'on fait. Et le faire avec des avions étrangers, oui, c'est une des spécificités, j'allais dire, de la marine, c'est que vu qu'on bouge dans toutes les mers du monde, eh ben, on s'entraîne avec toutes les armées de l'air des pays qu'on croise. Et alors, bah, ouais, j'ai fait, alors déjà en France, j'ai fait avec Mirage F1, Mirage 2000, des Typhoon Mirage 2000. On a fait avec de l'Eurofighter, du Harrier, du F-35, du F-15, du F-16, dernièrement, on a fait du F-4 Phantom en Grèce. Bon, pas bien, hein, Rafale contre F-4 Phantom, c'est facile. Euh, ouais, j'ai pas fait le 22. Ils viennent pas souvent en Europe. Ah, exact. Bah, toujours dans les questions de combat une question de Freeze, le combat BVR a-t-il une importante place dans votre entraînement? Point des interrogations. Et est-ce que le temps qui lui est accordé diffère en fonction des flottilles de chasse? Alors, oui et non. Euh, le billard, c'est une énorme partie de l'entraînement parce que c'est, premièrement, déjà très difficile euh, et, euh, et surtout, c'est quelque chose qui peut difficilement se préparer en amont. C'est vraiment dans le combat. Je sais pas comment je peux comparer ça, mais ouais, c'est vraiment quelque chose. C'est pendant le combat, il faut avoir l'esprit qui pédale à 200 à l'heure pour voir les types d'opportunités, voir les faiblesses de l'adversaire, voir si ses tactiques à toi elles marchent. Donc c'est toujours un entraînement constant et on en fait énormément. Euh, et, euh, et du coup, oui, énormément. J'ai oublié la deuxième partie de la question. Euh, Ouais. ouais, c'était. Attends, le combat VR est-il important dans votre entraînement? Donc oui. Est-ce que le temps qui lui est accordé diffère en fonction des flottilles de Ah chasse? oui, oui. Eh ben non, la réponse est bien non. Chaque flottille s'entraîne. En fait, le BVR, ça fait partie du B à bas du pilote de chasse. Donc tous les pilotes, on s'entraîne à fond là-dessus. D'accord. Toujours Freeze qui. Oh, alors, la question qui fâche, mais honnêtement, en quelle position classeriez-vous le Rafale F4 par rapport à la concurrence en termes de guerre électronique? Alors bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails de la guerre électronique du Rafale, mais bon, en quelle position le classerais-tu, Jodas? Ouais, alors je suis très bien placé pour le classer. Franchement, on n'a pas à rougir des adversaires. Effectivement, on va pas rentrer dans le détail de la guerre électronique, c'est quelque chose de très sensible, mais c'est quelque chose, clairement, qui est extrêmement performant sur Rafale. Et, euh, et voilà, c'est une force actuellement sur Rafale F4, mais ça va encore être développé dans les années à venir avec les standards F4.2, F4.3. Donc, ouais, on n'a vraiment pas à rougir. Ça marche très très bien. C'est vrai que c'est pas forcément les mêmes concepts d'emploi que les Américains qui font beaucoup d'avions très dédiés à ça, comme le crawler. Euh, mais en fait, ça marche malgré tout très bien, tout en permettant au Rafale de faire le reste de sa mission. Voilà, autant dire que le Rafale est le premier, en Ouais, toute objectivité, bien évidemment. ah bah, évidemment. Voilà. On va passer à la fameuse question que tout le monde pose et ils sont très friands sur ce Discord. Est-ce que tu aurais des anecdotes de vol, que ce soit en rafale ou en SEM, à raconter? Quoi, des anecdotes. Oui, Il y en celle a en des fait, millions. ouais, il y en a des millions, mais celle où, voilà, où tu as vraiment senti soit qu'il y avait un problème ou soit c'était génial. Enfin, voilà. Est-ce que tu as des anecdotes de vol? Ouais, alors, attends.
J'en ai plein, faut que je... Bon, alors, je te laisse réfléchir en attendant. Hop, je vous mets une petite image de Jodas euh, en mission sans pied mer. Je crois que c'était un petit jeune qui était avec toi. Voilà. Ouais, c'était il y a quelques années avec la livrée Tiger sur l'avion d'équipier. C'est ça, Les joies de la patrouille serrée à 100 pieds mer, 450 nœuds. c'est ça, tout à fait. C'est une épreuve de confiance pour l'équipier parce que, en fait, là, l'équipier, typiquement, il ne doit regarder que mon avion et il doit surtout pas regarder la mer qui défile à 950 km/h. Et en fait, c'est vachement désorientant parce que la mer, elle est pas plate, il y a des vagues, il y a des fois des bateaux qui défilent. Et en fait, lui, il doit faire uniquement référence à mon avion, à mes repères qui sont juste à 2,50 m de lui là. Là, c'est une GoPro, donc en fait, la GoPro, ça déforme énormément les distances, hein. Oui. Mais en vrai, son, globalement, son aile est à 2,50 m de la. Donc effectivement, c'est assez impressionnant. Faut vraiment faire abstraction du son qui défile. Et en plus, évidemment, on bouge, on reste pas statique. Je vais pas rester constamment en virage peinard comme ça. Je vais bouger un peu plus dans un sens, dans l'autre et tout. Et là, lui, le jeune élève, il faut vraiment qu'il s'accroche. Voilà. Alors ouais, bah tu vois, Alors, parmi les anecdotes que j'ai, en fait, j'ai beaucoup de très bons souvenirs des vols, à la fois quand moi j'étais élève et du coup, en fait, quand j'ai vu cette photo, je me suis rappelé moi quand j'étais jeune STC. Et en fait, mon premier vol en super étendard, en fait. C'était vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que, comme tous les avions de la Marine nationale, enfin les chasseurs, c'est un monoplace. Et par contre, le simulateur du super étendard, ça n'a rien à voir avec les simulateurs d'aujourd'hui. C'était un bon vieux Pentium 3 que vous n'avez probablement pas connu. Mais bref, un ordinateur avec un petit écran tout pourri, mais par contre dans une cabine qui bougeait sur vérin. Mais que, ouais, c'était vraiment pas très réaliste. Euh, et après avoir fait juste quelques simulateurs, quelques tours dans le simulateur, ben on m'a dit tiens, vas-y, tu montes dans l'avion, là, tu le mets en route, et puis bah, c'est parti, tu décolles. Et tu suis ton leader qui a décollé quelques minutes avant. Et en fait, je me suis retrouvé à suivre cet autre super étendard qui était juste là, du coup dans la même distance que ce que vous voyez de l'autre Rafale sur l'image là. Et c'était fabuleux parce que c'était la première fois que je volais sur un avion aussi rapide. C'était quand même un Super 9, c'est quand même un avion de guerre qui est quand même puissant et rapide par rapport au P-45 aux États-Unis. Et en fait, c'était déjà extraordinaire les sensations que j'avais. Je me sentais mais vraiment en transe, c'était super. Et là, le leader, il me dit bon, bah, c'est parti, comme prévu, on va passer le mur du son. Et oui, oui, je le savais, hein, j'avais étudié, le super étendard pouvait passer le mur du son. Euh, mais c'était quand même une épreuve. Et c'était 45 très longues secondes où là, j'ai ressenti tous les effets néfastes du franchissement du mur du son, qui n'existent pas du tout en rafale. Super étendard, c'était vraiment c'était une épreuve, hein. Quand on poussait dans le manche, eh ben, l'avion il se mettait à monter. Quand on tournait à gauche, ben, l'avion il tournait à droite. Ça durait ouais, 30-45 secondes et après, bouf, on passait supersonique et là, de nouveau, l'avion il marchait super bien. C'est un grand moment. ok. Alors, il y avait une question très intéressante de Hugo qui m'a fait beaucoup rire. Et la réponse se trouve dans la question, et je vais te la poser quand même, parce que ça me fait plaisir. Merci Hugo pour avoir posé cette question. Un pilote de Rafale Marine, selon vous, doit avoir des qualités plus prononcées que les pilotes de chasse de l'armée de l'air. Ouais, je sais que ça te fait rire aussi. Bien sûr. Forcément, je vais dire oui. Euh, je vais forcément dire oui parce que c'est pas forcément les qualités de pilote qui vont primer parce que on va pas se mentir, l'avion il est quasiment le même. C'est voilà, le Rafale M et le Rafale C, c'est deux Rafales monoplaces et finalement le Rafale C est légèrement plus manœuvrant. Mais évidemment, il y a toute la partie appontage euh, qui est quand même un sacré boulot. Et donc ça, ouais, ça demande un sacré plus.
attention, il y a quand même des copains de l'armée de l'air qui viennent en échange sur Rafale Marine et qui font de l'appontage, donc ils y arrivent aussi. Et en plus, alors pour le coup, en plus de l'appontage, il y a aussi toute la mentalité de la vie du groupe aérien embarqué en fait. On Alors est, justement, excuse-moi, juste je te coupe justement parce que tu vas répondre sûrement à la question et je vais sauter là-dessus. Et excuse-moi, hein, mais c'est important parce que j'ai pas envie d'oublier quelqu'un. C'est toujours Hugo qui disait justement comment s'est passée votre intégration dans la célèbre meute. Voilà, je pense que c'est là que tu voulais parler. ouais, effectivement, Ouais, voilà. l'esprit de meute des pilotes de l'aéronaval. Et, franchement, c'est un plaisir immense de faire partie de cette bande de potes. Parce que, en fait, au début, évidemment, c'est pas facile. Au début, tu es un petit jeune, tu connais rien à rien. Et en fait, tu prends du temps aux autres pour qu'ils t'instruisent alors que ils pourraient s'entraîner à autre chose. Donc, ouais, tu as un peu l'impression d'être un poids. Euh, mais ils le font quand même. Et en fait, quand ils voient que toi, tu apprends et que tu avances bien, ça leur fait plaisir. Et du coup, petit à petit, voilà, on fait partie on se crée des souvenirs communs, des missions communes qui font plaisir. En plus de ça, il y a la vie ensemble avec des missions en mer sur le porte-avions où voilà, on passe des soirées ensemble, on fait des escales ensemble. Donc, petit à petit, on s'intègre au groupe, on rigole ensemble, on vit des aventures, bonnes ou mauvaises ensemble. Et voilà, petit à petit, en fait, on se connaît tous et les années passent et la meute, elle avance et on se connaît. Moi, voilà, tous les ans, on se fait une petite soirée où on invite les anciens de la fac. Ça fait super plaisir de les voir maintenant. Ils sont passés dans le monde civil, mais c'est comme si on s'était quitté hier. Et moi, maintenant, je suis du côté instructeur. J'accueille des jeunes qui viennent frappement d'être macaronnés. Je les forme et ça me fait super plaisir de voir qu'ils rentrent petit à petit dans le groupe. Ouais, non, c'est vraiment plaisant et ça se fait petit à petit. Il n'y a pas une intronisation où on devient officiellement. Ok. Alors j'ai oublié qui, je n'ai pas noté, mais y a-t-il eu un vol en particulier qui vous a le plus marqué, que ce soit sur la remise en question de votre travail ou bien le stress procuré? Alors, pour être franc, des vols où j'ai eu du stress, et en fait, de manière générale, les autres c'est pareil, hein, les copains c'est pareil, et il y en a beaucoup. J'avais voulu un métier calme et sans stress, c'était pas du tout celui-là qu'il fallait faire. Euh, mais non, dans des missions bien compliquées, bien stressantes, il y en a beaucoup en, il y en a beaucoup en entraînement, en France ou dans d'autres pays en paix. Et finalement, c'est celles où, en temps de guerre qui sont les plus rudes, parce que c'est là où tu as envie de donner le meilleur, parce que en bas, tu sais que tu as des mecs qui sont canardés et qui ont besoin de toi. Tu les entends, et en fait, c'est là où en fait, tu as le stress de faire bien. Alors, quand les conditions météo sont bonnes, que tu as plein de fuel parce que tu viens juste de sortir du ravitaillement, en fait, là, le stress, il est relativement bas, parce que tu fais ce que tu as l'habitude de faire à l'entraînement, des passes de tir, des choses comme ça, on sait faire, c'est ce à quoi on s'entraîne tout le temps à l'individuo et ailleurs. Mais là où ça devient compliqué, c'est quand il fait pourri. Ça fait déjà 5 heures de vol, t'en as franchement t'en as plein le lit. Et là, d'un coup, tu commençais à t'endormir un petit peu là, et t'étais pas loin d'arriver à ton bingo fuel pour aller ravitailler une dernière fois. Et là, hop, ça repart. T'as le mec, le JTAC qui commence à t'appeler en disant c'est chaud, troop in contact, c'est parti, ok, I need, je- j'ai besoin d'un support d'urgence. Et là, d'un coup, t'as le palpitant qui se lève et tu te rends compte qu'en fait, les conditions, elles sont super compliquées et qu'il va falloir que tu donnes le meilleur de toi. Alors, j'en ai eu quelques-unes là, des situations comme ça, et ouais, c'est compliqué. Et là, tu te dis, putain, pétrole il diminue, ok, j'ai réussi à tirer mes munitions, mais maintenant il faut que j'aille ravitailler. Oh là là, le ravitailleur, il n'est pas du tout à l'endroit prévu, il est vachement plus loin, mon pétrole il diminue. Oh là là, j'ai pas du tout envie de me poser dans un terrain en Irak.
faut que j'y arrive du premier coup. Et là, tu te retrouves derrière le panier et tu sais que tu as une chance. Voilà, c'est des situations, le stress, il est bien. Ok. Une question alors, très intéressante et assez technique de Mathurin. Quels sont les enjeux portés par l'automatisation croissante de l'appontage en matière d'entraînement des pilotes, notamment dans le cas de la perte de ces systèmes? Allons-nous dans la direction d'un appontage sans action de ces derniers? Ah, c'est une question assez pointue quand même, hein. Ouais, à laquelle je pourrais pas complètement répondre parce que déjà, c'est pas complètement développé l'apprentissage, automatique ou semi-automatique. Ce qu'on a actuellement et d'ailleurs depuis pas mal d'années, c'est, ce qu'on appelle l'automanette, qui est un système qui permet de réguler, la puissance des moteurs pour avoir la bonne vitesse et donc la bonne incidence, à l'appontage. Parce que l'incidence de l'avion, c'est l'angle que fait, l'avion par rapport à l'air et donc par rapport au pont d'envol et surtout donc l'angle que fait la crosse par rapport au pont d'envol et c'est ça qui est extrêmement important, c'est l'angle qui va permettre à la crosse d'accrocher les brins d'arrêt. Et ça se joue au degré près et donc sur Rafale, on a une automanette qui marche très, très bien, ça, depuis le début du Rafale et donc on est entraîné à ponter avec l'automanette, mais on sait très bien que dans certains cas, quand l'avion est un petit peu en panne ou gravement en panne, l'automanette elle marche plus. Et du coup, on s'entraîne régulièrement à faire sans cet automatisme. Donc on est déjà, actuellement entraîné à monter, en mode dégradé et je te parle même pas des cas où on a perdu un moteur et cetera et cetera. Et dans le futur, effectivement, les études, de Dassault, montrent, maintenant les commandes de vol qui permettent, d'apponter de manière encore plus simple. Et là, ça demande encore pas mal d'expérimentation. Là, c'est dans les mois et les années à venir. Et c'est ça qui permettra, c'est ces vols-là qui permettront de dire si oui ou non peut, on va dire, relâcher un peu, la pression sur la ou pas. Ah, j'en doute un peu. Je pense qu'on aura toujours besoin d'apponter à l'ancienne. Ok, ben ça me permet de rebondir et de ne faire aucune transition sur la prochaine question de Chouka. Alors, je vais essayer de tourner la phrase parce qu'elle est un peu mal tournée. Pensez-vous que... alors, attends, parce que j'essaie de déchiffrer ce qu'il a marqué. Où pensez-vous que l'aviation de chasse va? C'est-à-dire le SCAF, le Rafale, F5. Est-ce qu'un pilote de chasse, comme toi par exemple, a hâte de l'avenir et Ouais. des nouvelles capacités technologiques ou au contraire est inquiet face à ces nouveaux vecteurs? Alors c'est, en vrai, c'est une très, très bonne question, très pertinente parce que c'est quelque chose c'est une question que je me suis tout le temps posée, au cours de ma carrière. Hem, Avant même d'être, macaronné pilote de chasse, je me demandais déjà, l'évolution, de ces métiers-là. J'avais un copain qui était lui-même, dans ma promo, un pilote de chasse et qui était extrêmement fanat, des drones. Je me rappelle de longues engueulades avec lui en le traitant d'idiot, comment est-ce qu'il pouvait kiffer les drones, alors qu'il était apprenti pilote de chasse. Hem, donc là, les pilotes d'essai aujourd'hui, ils gèrent complètement le Rafale et ça n'empêche pas de et le futur aussi et en fait, moi aussi, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Parce qu'en fait, l'aviation de chasse, c'est quelque chose, il y a pas le choix. Il faudra toujours être au top technologiquement pour être meilleur que l'adversaire et si la technologie, elle nous impose, de passer par des systèmes comme ça, ben, on le fera et en fait, c'est quelque chose aussi que j'ai accepté, avec mes années de vol. Maintenant, je prends mon plaisir à l'accomplissement de la mission et pas à au fait d'avoir volé d'une manière extraordinaire. Je suis content quand je suis rentré d'une mission qui était très complexe et que j'ai réussi à l'accomplir. Hem et donc effectivement, dans le futur, bah, peut-être que la mission complexe, elle sera faite par des drones, et le pilote de chasse, lui, il sera resté un peu en retrait et il aura peut-être géré ses drones. Je sais pas. Ça, on ne sait pas encore le SCAF, comment il sera développé. Le Rafale F5 ne sera pas tout à fait un SCAF, donc ça restera un pilote de chasse, qui fera sa mission, mais il aura certainement plein d'autres systèmes, que j'ai pas aujourd'hui. Ouais, alors moi, je trouve que c'est très gratifiant cet avenir extraordinaire avec, être à la pointe, vraiment être à la pointe de la technologie pour être le meilleur, quoi.
Mais oui, ça se fera probablement au détriment de quelques pilotes, enfin de quelques sensations de pilote, mais je suis pas inquiet des sensations de pilotage, il y en aura toujours qui seront extraordinaires. Tant qu'on est dans un avion de chasse qui permet de monter supersonique, largement au-dessus des landings et d'être catapulté, rien que ça déjà, c'est une sensation de dingue. Donc voilà, je sais pas comment l'avenir sera fait, mais je suis pas défaitiste. Par contre, inquiet des limites humaines, ouais, je sais pas. C'est vrai que c'est compliqué déjà aujourd'hui. On est tout seul à bord avec un seul cerveau. Ce sera après. Aux ingénieurs de bien bosser pour faire des choses qui sont assez intuitives pour être faites dans le stress du combat, dans la fatigue. On verra. Ok, alors une très bonne question aussi de Dumb concernant les... Parce que, bien évidemment, un pilote de chasse, la marine nationale pilote, mais quand il pilote pas, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est une question de Dump qui te demande concernant les tâches d'officier qui sont le quotidien des pilotes. Pourrais-tu nous raconter en bref en quoi consiste-t-elle et la part de temps qu'elle s'occupe en moyenne? Hmm. Euh, il y a quelques années, j'aurais dit qu'elles occupent beaucoup trop de temps. Malheureusement, je me rends bien compte qu'elles sont nécessaires. Euh, alors déjà, qu'est-ce qu'on fait? On fait déjà, on apprend. Il y a beaucoup de théories à apprendre, beaucoup de bouquins à lire pour engranger les connaissances tactiques, techniques, les systèmes de l'avion, etc. et les systèmes futurs. Donc rien que ça, d'ailleurs, ça demande quand même pas mal de boulot. Euh, Ensuite, quand on n'est pas dans le vol, ben, on prépare notre vol. Ça demande aussi beaucoup de temps. Mais sinon, effectivement, les autres fonctions d'officier, euh, eh ben, elles sont réparties au sein de la flottille. Bon, il y a le commandant, qui chapeaute tout ça. Il a son second qui fait la même chose, mais qui a d'autres fonctions un peu supplémentaires. Ensuite, il y a le chef opération, qui chapeaute tout ce qui est opération, donc toute la gestion des vols à moyen et long terme. Et ensuite, il y a plein d'autres officiers. Il y a l'officier sécurité aérienne aussi, qui lui prend du recul sur tout ce qui se passe pour voir si on n'est pas en train de faire n'importe quoi, si on n'est pas en train de pousser les limites un peu trop loin et qu'on serait en train de faire des trucs dangereux, pour voir aussi, pour contrôler régulièrement le niveau de chaque pilote au niveau des sécurités. Donc voilà, et chaque tâche, eh ben, ça prend du temps. Moi, en l'occurrence, je suis officier de sécurité. Euh, voilà, je vais régulièrement voir ce que font les autres. Ensuite, je travaille au long cours à rédiger des nouveaux briefings euh, pour les nouvelles procédures de sécurité, faire valider les choses auprès des états-majors, beaucoup d'échanges de mails, de coups de fil, de réunions. C'est pas forcément fait midi, mais c'est nécessaire pour faire avancer la troupe, pour faire avancer l'ensemble. Et en fait, on se rend compte qu'une fusée de chasse, c'est une magnifique horlogerie, mais il faut que chaque rouage marche bien. Et en fait, chaque rouage, c'est un officier. Et d'ailleurs, il n'y a pas du tout tous les pilotes, hein, évidemment. Il y a les deux officiers techniques qui gèrent l'ensemble des mécanos. Bah, eux, ils ont un sacré gros boulot hein, à gérer l'ensemble du service technique. Il y a les officiers renseignement qui ont un énorme boulot aussi. Donc, voilà, c'est pas mal de rouage comme ça, mais ça prend du temps. Mais c'est gratifiant. Ok, Et c'est moins famille que voler, évidemment. d'accord. Bon, on arrive tout doucement au terme de ce rétex. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser? Profitez-en pour les poser dans le chat. Je suis en train d'attendre, je regarde en même temps. Ça fait déjà une heure, oui, presque, hein. Dans 6 minutes, ça fera une heure. Tout à fait, Grey. Je vois la question là. Le chef Ops qui prépare les ordres de vol, non, il y a un officier qui prépare les ordres de vol. Le chef Ops, il est responsable de l'ensemble des activités, mais il y a d'autres officiers vol qui gèrent les vols. Mais c'est pas des drills Alors, comme il y dans a une, l'armée. il y a C'est pas une tout à fait ça. question, je pense que c'est la plus importante que j'ai vue depuis que je fais des rétex. Donc, je vais te la poser. C'est une question de Evan. Est-ce qu'on Bon, mange bien à bord du char de je vol? viens de la voir. Celle-là. Franchement, ça Ouais, va. ça va bien. Hein, franchement, Ouais, ouais, je franchement, me ça permets va, de ça va répondre bien. aussi, hein, donc Mais ouais, carrément.
Donc, oui, oui, on mange bien à bord du porte-avions. En plus, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour, Ah, c'est justement, que clair, ça soit c'est très. clair. Ouais. Ah oui, c'est très important, Evan, le, le repas. Ah, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui écrivent. Ah, la fameuse Le call histoire. sign. Oui, et personne ne l'avait posée, Si, si, effectivement. je l'ai vu passer un peu plus haut. Ouais. Ah non, mais Et le gars qui l'avait posé, il avait trouvé la réponse d'ailleurs. Ouais, voilà. Jodassin. Ouais, je sais Ouais, pourquoi. parce que toi, tu m'as déjà vu plein de fois. Tout, tout à fait. Je vous rassure, je bouge pas comme de Joe Dassin. Alors, il y a beaucoup de jeunes, hein, peut-être. Si vous voulez pas, vous savez, ou si vous voulez voir à quoi ressemble, parce que c'est vrai que tu as des airs quand même, hein. Ouais. Ah, franchement, tu as des airs, hein. Si vous voulez voir à quoi ressemble Jodas, bah, vous tapez Jodassin dans Google, vous tapez image et vous verrez. La Alors, taille des fémurs audio du corps, bah, c'est très grand. J'avoue que je connais pas les limite. Et anecdote marrante pendant nos missions, ouais, il y en a vous- plein. Je sais pas si je peux les raconter là, mais euh, c'est vrai que. on va éviter. Je rappelle juste que les membres embarqués, après le rétexte, s'il y en a qui veulent, vous pourrez aller dans votre salon vocal et on vous rejoindra avec Jodas si vous avez des questions. Ah, et participer, vous savoir, Aux allez, Champs-Élysées, même. dans 3 minutes, c'est fini. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Sinon, on va s'arrêter là. Ça fait 1 heure, hein, quasiment. Donc, c'est vrai que Ouais, le ça temps passe passe vite. vite, hein. Ouais, ça passe très très vite. Ouais. Désolé, en plus, j'ai dû pas beaucoup parler, donc on a peut-être pas fait autant de questions qu'espéré. Ah, je Allez, remonte on quoi? va. Ouais, au-dessus, je vois, peut-on inspirer un deuxième PANG? Franchement, j'y crois pas. Un seul PNG sera déjà très bien. Plus grosse frayeur lors d'un vol. Il y en a eu beaucoup. Celle où j'ai vraiment, vraiment cru que j'allais tirer la poignée, c'était en super étendard à l'appontage. Euh, quand j'ai eu le malheur de mettre un petit coup de moteur sur l'arrière, donc de réduire un peu trop le moteur, alors que en fait je l'avais pas vu, mais mon avion était déjà en train de s'enfoncer trop bas, et que en plus il y avait d'autres phénomènes aérodynamiques qui m'emportaient vers le bas, et du coup mon avion il s'est vraiment enfoncé très très bas. Le miroir d'appontage, qui est la seule chose qu'on regarde sur bâbord, c'est éteint. Il y avait juste une lumière rouge qui dit Dude, continue comme ça et tu vas mourir. Et je l'ai bien vu, la lumière rouge. J'ai eu beau mettre le moteur en plein avant. En fait, le super étendard, c'est un vieil avion avec un vieux moteur. Et le spool-up du moteur, il est très long. C'est le temps de remise en pleine puissance du moteur, c'est extrêmement long. Et là, ces secondes-là, je les ai bien senties, quoi. Et la mer s'est rapprochée et l'arrière du pont d'envol aussi. Allez, on prend une dernière question. Ouais. Ouais. Allez, alors, rapidement, une avant-dernière après le repas, bien sûr. Qu'est-ce qui est le plus important? La préparation des vols et le repos, en fait, c'est vrai. Les deux, en fait. La préparation du vol, c'est indispensable parce que sinon, tu fais un vol qui est compliqué, enfin, qui se passe mal et potentiellement en plus qui est dangereux. Et en fait, tu as raison, le dodo, ouais, c'est important aussi. Il faut savoir se reposer parce que tu peux vite bosser trop et être épuisé. Quand tu es épuisé, bah, Allez, la question voilà. de Antoine pour te clôturer ce rétex. Jodas, qui défile le 14 juillet aux Champs-Élysées? Je sais pas si c'est une question ou si c'était Jodassin Ou qui alors défile c'est aux oui, alors Champs-Élysées. c'est Ouais, pas oui, ouais, autant pour moi, je croyais qu'il posait la mais question de oui. savoir quelle Non, était mais la c'est vrai, flottille. quand je l'ai fait, j'ai siffloté les Champs-Élysées pendant le défilé. Évidemment, j'ai pas appuyé sur la radio à ce moment-là. Allez, la dernière parce qu'il reste 1 minute. On est très précis sur le timing. Allez, qui va nous sortir la dernière question? Alors, question précise. Vous allez vous entraîner sur quel champ de tir hors campagne sur Alors, Zara? très bonne question qui va être réglée en 1 minute. Alors, effectivement, Zara, on y va très peu, malheureusement, c'est très loin de la Bretagne, hein. Et ben, on a des très bons champs de tir qui sont en Bretagne, pas loin de Lorient et pas loin de la petite Quitte. Euh, c'est le champ de tir du Guiel. Voilà, c'est sur une belle plage
où il y a plein de surfeurs et qui nous empêchent de tirer des fois parce que ils n'ont pas compris que quand on dit tir canon, il valait mieux pas être sur l'eau autour des cibles. Mais voilà, quand la zone est bien réservée et bien respectée, voilà, c'est la Romeo 13, tout à fait. Ça, c'est un super chantier, canon, bombe, c'est tout près de chez nous. Voilà. Ok, et alors je fais un dernier PS parce que sinon, parce que j'aime bien, là c'est un PS de Chouka qui dit dans le R27, bombardé fort SVP, c'est du miel pour nos oreilles. Voilà, entendu. Et bien sur ce, j'invite déjà les membres embarqués à rejoindre leur salon vocal s'ils veulent y aller et s'ils ont des questions à poser. Quant aux autres, eh bien, merci déjà Jodas Il y a pas de d'être problème. venu pour ce Retex. Merci à tous d'avoir été là. C'est très sympa de partager ça. Ouais, c'était bien cool. Merci à vous d'être venus et j'espère que ce Retex vous a plu. Et donc le replay sera en ligne soit demain ou ce soir. Cela dépend du temps qu'aura Stratosphérique à nous accorder pour l'enregistrement. Voilà, c'était le Retex de Jodas. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Il y a Pour les membres, direction, les membres embarqués, le salon vocal. C'est parti.